la question d'après, c'est un peu sur le thème des communautés. Donc, j'ai pas mal de questions. On va ouvrir le sujet un peu en large. Donc, comment est-ce qu'on développe une communauté de développeurs autour d'un produit ou d'une entreprise, en fait, tout simplement? Parce que c'est vrai que des fois, on a des choses qui sont très spécifiques à des produits en particulier. Des fois, ça va être autour d'une entreprise au global, peut-être parce qu'elle produit qu'un seul produit. Enfin, voilà, quel est votre avis là-dessus? Yann, je te laisse commencer. Ouais. Comme tu dis, ça dépend du produit et ça va être déterminant sur la manière de construire les choses. Et, chez Covery, en fait, la communauté, parce que ça a d'abord commencé avant même mon arrivée par la construction de la communauté, donc c'est passé par fournir de l'hébergement, pour le coup, du computing, en plus de la solution du pipeline de déploiement, à des développeurs qui parleraient du produit, feraient des démos, écriraient des articles, etc. Donc en échange, ils gagnaient du crédit pour faire tourner leurs applications, s'ils faisaient un article, s'ils commentaient, s'ils aidaient les gens sur les forums, etc. On a un forum avec beaucoup de gens qui posent des questions sur le produit, etc. Donc il y avait énormément d'efforts communautaires au niveau de Covery. Et on avait un Discord. En fait, à la base, on était sur un Discord et même les conversations privées, il n'y avait pas de Slack, tout avait lieu sur Discord. Donc, on avait des channels privés sur Discord pour nous, mais on était directement en contact de la communauté et on avait recruté des ambassadeurs, donc qui ne faisaient pas partie de Covery, mais donc des gens qui avaient le statut d'ambassadeur de la communauté et qui faisaient énormément passer le message. Et donc ça marchait super bien. Il y a eu énormément d'articles, etc., qui ont été écrits. Et on est monté jusqu'à 16 000 développeurs qui utilisaient la plateforme de cette manière-là. Mais on s'est rendu compte à terme qu'en fait, ce n'était pas la communauté qui ferait vivre Covery à long terme. Et donc, on a commencé à changer de focus. Et donc là, on sait quelle est la communauté de développeurs qui est la bonne pour la prochaine étape. Ceux qu'on avait, ils étaient très bien pour vraiment le démarrage du produit. Maintenant, pour évoluer, on a besoin d'autre chose. Donc, on connaît la cible de développeurs et d'entreprises qu'on a envie d'avoir dans notre communauté. La vraie question maintenant, c'est comment on les cible et comment on arrive à ramener justement ce public-là vers Covery. Je m'attendais à ce que la conversation elle parte sur le canal. Tu vois, Discord, c'est le canal de conversation, le support où vous avez la communauté. Et du coup, là, le sujet pour vous, c'est de toucher un nouveau persona, en fait. Oui, absolument. Ok. Absolument, parce que tu te rends compte qu'en fait, ça a été très très bien parce que ça a fait énormément parler du produit, etc. Mais tu te retrouves au final avec beaucoup de gens qui sont là pour déployer des bots Discord parce qu'ils ont à côté leur Discord de gaming, etc. avec 20 personnes. Et donc, il y a leur bot pour poster des mimes sur les channels random, etc. Et au final, nous, ce qu'on vise, c'est quand même des gens qui, derrière, ont besoin de déployer une infrastructure complète avec Kubernetes, AWS, etc. Donc, il y a clairement un décalage entre les gens qui faisaient partie de la communauté et qui seraient même bien mieux chez Heroku, du coup, et notre cible potentielle. Et en fait, ça ne peut pas marcher, du coup. Même les gens, en fait, la perception des entreprises qui pourraient être intéressées par Covery était biaisée par rapport à ce qu'ils voyaient quand ils arrivaient sur le Discord. Il y avait de la communauté, c'était un public assez jeune, etc., qui était super enthousiaste, super actif, mais qui au final donnait pas l'image d'un produit robuste pour faire de l'infra sérieuse, quoi, entre guillemets. Et donc il y a ce besoin au final à un moment donné de se dire: t'as peut-être pas la même communauté à différentes phases de maturité de ton produit et c'est normal, il n'y a pas de mal, tu vois, les gens qui étaient dans la communauté Covery, on est super reconnaissants, ils étaient très bien, etc. Mais à un moment donné, faut faire évoluer ta communauté avec l'entreprise, quoi. Et donc là, c'est vraiment la phase dans laquelle on rentre maintenant. Julie, est-ce que tu veux reprendre la question depuis le début déjà, pour reprendre par un bout, peut-être chez Algolia, où est-ce qu'elle est la communauté, ou par où vous avez commencé, quoi? Excuse-moi, je t'ai pas débuté. Donc nous, justement, historiquement, notre communauté a toujours été sur un forum qui s'appelle, sur une plateforme qui s'appelle Discourse, à ne pas confondre avec Discord. Et ce choix avait été fait. Ruby en plus, hein. Oui, et ce choix avait du coup été fait pour avoir une trace écrite de toutes les réponses
qu'on apporte. C'est-à-dire que beaucoup de gens tombent sur notre discours parce qu'ils ont une question, ils le tapent dans Google. Je me rappelle on a posé une question à un ingénieur, il nous a demandé d'aller la mettre sur Discourse pour qu'il nous réponde. Ben voilà, parfait. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, c'est une question très actuelle. Est-ce qu'on passerait pas sur un Slack, sur un Discord? Et si on fait ça, en fait, il faut être bien conscient que c'est du 24h/24. Et puis c'est plus c'est ça, c'est synchrone du coup. Et voilà. Donc c'est une vraie question qui se pose, mais en même temps, je pense profondément que pour vraiment construire une communauté, le synchrone, justement, c'est quand même mieux. Donc nous, ce qu'on a, par exemple, on a en effet un channel Slack privé avec nos ambassadeurs. Donc c'est un programme que j'ai créé qui s'appelle le Ambassador Programme. Et donc c'est des champions Algolia, des gens qui ont souvent utilisé Algolia par le passé. Et on s'est rendu compte qu'on les avait... que récemment, on les avait moins récompensés de ça. Et donc maintenant, toutes ces personnes, on les a dans un Slack channel. Une fois par mois, on fait un petit meet-up avec eux en ligne qu'on appelle un meet and greet. On leur envoie aussi des swags. Et ils ont aussi accès à la bêta de certains produits qu'on va lancer. Du coup, ils ont un NDA oui, bien sûr. J'ai redécouvert ça récemment, que les GDE et les MVP avaient des NDA en fait. Bah oui, surtout j'imagine chez Google. Ouais. Mais du coup, si tu es GDE et que tu es embauché chez Microsoft, en fonction du domaine où tu vas, le NDA est gênant. Ou l'inverse, réciproquement. Ah oui, j'avoue. Je ne sais pas si c'est très compatible finalement d'être les deux. C'est possible d'être GDE et employé de Microsoft, et c'est possible d'être MVP et employé de Google. Mais écoute, pas n'importe quoi. Et donc nous, la communauté, à part cette sorte de plateforme, moi quand je suis arrivée, il y avait déjà une communauté il y a 5 ans que notre équipe d'Avrel avait construit. Mais comment ils font ça? C'était pas mal par Twitter. Donc des gens, on leur répondait sur Twitter. Pas mal les événements en personne. Donc j'en parlerai plus tard. Je pense qu'on parlera peut-être du Covid plus tard, la vie avant Covid. Mais le fait de vraiment rencontrer les gens en personne dans le monde entier, ça a aidé pas mal. Donc ça, c'est un peu plus dur, j'avoue, en ce moment. Mais non, ce qu'on avait avant, ce qu'on peut moins faire maintenant, parce qu'on a beaucoup plus de gens dans notre communauté, c'était un form en ligne, un formulaire, où les gens pouvaient remplir leur adresse postale et recevaient un t-shirt Algolia communauté. Et donc ça, c'est super sympa. Donc on a plein de gens dans le monde entier qui ont un t-shirt Algolia. Mais en fait, au bout d'un moment, c'était devenu ingérable. Il y avait vraiment trop de gens qui en voulaient. Donc, mais voilà, on a essayé de construire la communauté avec des petites choses comme ça. Mais le plus important, je pense que c'était vraiment nos DevRel qui faisaient un travail de fou et qui toujours essayaient de donner à la communauté et pas de prendre. Je pense que tu touches à un truc hyper important là dans le fait de... comment on construit une communauté, en fait, c'est en donnant quelque chose de relevant aux personnes. Et donc, c'est exactement ce que tu disais. Je sais qu'à un moment, vous aviez évoqué le comment faire X avec Y techno. Et en fait, c'est des questions que les gens se posent. Et juste le fait d'écrire cet article et qu'il soit là et qu'ils n'aient pas besoin d'aller chercher au fin fond d'une doc ou au fin fond d'une réponse Stack Overflow qui n'aura même pas été acceptée. Enfin, voilà, en fait, juste de mettre les choses à disposition facilement, en fait, un peu presque d'anticiper les besoins et de donner, en fait, avant que la personne ait réellement besoin et se retrouve en galère, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Absolument, en fait. Il faut être honnête sur le fait que ce type de contenu est un canal d'acquisition. Oui. Et c'en est un. Mais la manière dont c'est fait, en fait, il y a beaucoup de boîtes en fait, qui vont faire de l'article bullshit avec des keywords, des buzzwords juste pour driver du trafic. Et en général, ça marche un temps. Mais c'est ce que tu évoquais tout à l'heure et qui est un truc que j'avais dit dans un de mes talks il y a genre 6 ans, parce que c'était déjà un truc dont il fallait prendre conscience. C'est que j'avais dit « Developers have a bullshit detector ». C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Et c'est qu'à un moment donné, si tu écris des articles bullshit à la chaîne pour faire du contenu avec des trucs bateaux qui ont déjà été dits sur 15 autres blog posts le même mois, les devs ils se rendent compte que tu les prends un peu pour des cons, quoi. Et donc ce genre de contenu, en fait, il faut le faire
avec une volonté authentique de partager une connaissance. Comme quand on écrit sur un blog perso, c'est à partir du moment où tu as une véritable volonté de partager quelque chose qui a de la valeur avec la communauté, c'est ressenti et les gens vont naturellement accorder de la valeur à ton produit parce qu'ils comprennent qu'en fait, l'intention que tu as avec ton produit, c'est de les aider. C'est de les aider. Inconsciemment, c'est le message que ça passe et donc c'est hyper important d'avoir cette approche-là, quoi.